Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du Réseau national Génopsy, où nous allons aborder aujourd'hui comment préserver la fratrie et la cellule familiale dans les maladies rares. Alors, on s'intéresse à ce sujet aujourd'hui parce que la cellule familiale est souvent grandement impactée dans la maladie rare, à la fois les parents bien sûr, mais aussi la fratrie et les membres plus éloignés. Et c'est vraiment primordial de pouvoir apporter le soutien nécessaire à la fois pour les aidants, mais également pour le bien-être de la personne concernée. Pour nous en dire plus sur ce sujet, aujourd'hui, nous accueillons nos deux intervenantes expertes. Nous avons avec nous Madame Mauduyer, qui est proche patiente partenaire, famille concernée, père aidante familiale et membre du comité de l'association Génération 22, qui est l'association qui regroupe les familles concernées par la microdélétion 22Q1.2. Avec elle, nous avons Dr Mélanie Dautré, qui est psychiatre, chef de service de l'unité famille du pôle HUA10 au centre hospitalier Le Vinatier, et également coordinatrice du diplôme universitaire de père aidance familiale. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle l'organisation du webinaire. Donc, on va assister à une présentation de 20 minutes de nos deux intervenantes. Ensuite, nous aurons un temps d'échange ensemble. Pendant la présentation, merci de bien vouloir garder vos micros coupés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, vous pourrez également les poser à la fin de la présentation lorsqu'on vous donnera la parole. Et enfin, ce webinaire est enregistré, il sera rediffusé. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, merci de bien vouloir couper votre... Bonjour. Bonjour. Sans plus attendre, je vous laisse la parole, Maud Mélanie. Bonjour à tous. Bonjour. On voit quelques visages connus avec des sourires, ça fait plaisir sur les participants. Donc, une maladie rare, pour repositionner rapidement les choses, c'est donc une maladie qui atteint moins d'une personne sur 2000. Il y a à peu près 7000 maladies rares qui ont été décrites. Ça fait 3 millions de personnes rien qu'en France et autant de personnes dans la famille élargie qui sont concernées du coup. Pour traiter ce webinaire de comment préserver la fratrie et la cellule familiale, on va découper notre présentation en deux parties, la période du diagnostic et puis plutôt le marathon de la vie quotidienne dans une deuxième partie. Pour la partie diagnostic, on redécoupe en deux parties parce qu'il y a vraiment l'avant et l'après, c'est ce qu'on dit souvent. On va déjà vous présenter toute la partie de l'errance diagnostique et puis après, on parlera du moment très précis du diagnostic. Pour la partie de l'errance, on a quand même plusieurs interviews de parents, des interviews semi-structurées, où les parents peuvent dire que la longueur du diagnostic a été la principale difficulté dans leur parcours. Ils peuvent décrire un parcours qui est stressant, dans lequel le manque d'information et de formation des professionnels de santé qu'ils ont rencontrés a été un des éléments les plus difficiles. Effectivement, en recherchant la bibliographie, vous avez sur les slides toutes les bibliographies en italique en dessous, vous pourrez regarder. Quand on regarde sur l'Observatoire des maladies rares, sur celui de 2015, on a en moyenne un délai entre les premiers symptômes et le diagnostic de maladie rare de 4 ans, et pour 21% des personnes qui est supérieur ou égal à 6 ans. Donc effectivement, la longueur avant diagnostic est assez importante. Oui, et je crois que quelle que soit la durée de l'errance, ce temps est toujours vécu par les familles comme beaucoup trop long. C'est le temps où on gamberge, où on a l'impression de pédaler dans le vide, où on doit composer avec l'incertitude et parfois la perte de confiance. Comme on part souvent d'observations empiriques du développement de son enfant, les avis peuvent diverger, y compris au sein du couple. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est si on sent qu'on est sur une voie sans issue ou qu'on n'y croit pas, alors peut-être que prendre plusieurs avis est un moyen de recouper les informations et de faire possiblement un bond en avant. Je déconseille de perdre trop de temps à lire des infos fausses ou inappropriées sur Internet. Ce qui est important pour avancer, c'est de rencontrer les professionnels, les spécialistes. Et pour ça, il faut multiplier les contacts. Je vais illustrer ce propos en vous parlant de notre famille. Nous avons déménagé à Barcelone en avril 2011. Ma fille avait alors moins de 2 ans. Elle babillait et les seuls mots qui sortaient à 2 ans étaient encore mama et caca. Ayant un aîné, je me suis vite rendu compte que le développement de son langage suivait une trajectoire nettement plus lente que celle de son frère. À l'époque, nous allions consulter l'un des pédiatres français de Barcelone, parce que je ne parlais pas encore suffisamment bien espagnol. Et celui-ci me disait qu'il fallait patienter. Il fallait que ma fille fasse faire face à plusieurs langues en même temps. Au fond de moi, je n'y croyais pas vraiment et je sentais qu'on piétinait sur place.
Donc à ce moment-là, je me suis allée voir un pédiatre catalan avec le peu d'espagnol que je connaissais et il nous a envoyé faire des tests auditifs. Et une fois que l'audition a été vérifiée, on nous a envoyé vers la piste neurologique. À ce moment-là, j'ai suivi 2 pistes en parallèle avec 2 neurologues, un dans le public, un dans le privé. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai fait ce choix-là. L'une des deux, en fait, s'est avérée bénéfique avec un diagnostic à l'issue, grâce à une neuropédiatre qui avait 30 ans d'expérience et croisé 6 cas de délétion 22q1.2 dans sa carrière. Donc, dans notre cas, il nous a fallu près de 2 ans et demi pour dépister notre fille, ce qui est a posteriori peu de temps par rapport à ce que disait Mélanie, une moyenne de 4 ans. Mais quelle que soit la durée, en fait, l'errance diagnostique, elle est toujours trop longue à vivre et source d'angoisse pour les parents. Je me souviens que dans notre cas, c'était très long et fastidieux, en tout cas, dans mon ressenti. Donc, les conseils, c'est croire en ses intuitions, garder foi et rencontrer des professionnels de santé. Et les conseils pour les professionnels, ça peut être de poser la question aux familles du temps d'errance diagnostique. Je pense que ça peut réparer quelque chose de venir dire, ça fait combien de temps que vous pensez qu'il se passe quelque chose et que du coup, il y a ce temps avant diagnostic. Ça permet de pouvoir valider les émotions, valider le fait que oui, c'est long et que ça, c'est difficile. La deuxième partie sur la période du diagnostic, c'est le diagnostic en lui-même, l'annonce du diagnostic. Voilà, comme je vous le disais, donc l'annonce du diagnostic s'est faite pour nous en 2013 à Barcelone et notre fille avait à l'époque 4 ans et demi. C'était un peu particulier parce que on a reçu les résultats du test labo par la poste chez nous. Quelques jours après, on avait rendez-vous avec la neuropédiatre et je me souviens très bien avoir ouvert le courrier et le regarder comme si c'était du chinois. Bon, c'était de l'espagnol, ok, mais là, en l'occurrence, mon cerveau n'arrivait à lire aucune langue et à la comprendre. En fait, j'étais en état de choc émotionnel, sidérée et incapable de penser, si bien qu'on a pensé avec mon mari, on s'est dit, on va s'en remettre à la neuropédiatre. Et donc, l'annonce diagnostique a formellement été réalisée lors de ce rendez-vous, peu de temps après avec elle. A posteriori, je me rends compte que la neuropédiatre, elle nous avait préparé. D'abord, elle nous avait laissé passer 6 mois pour faire de l'orthophonie et voir s'il y avait des résultats. Ensuite, elle avait prescrit un test génétique en nous donnant un nombre possible de syndromes. On s'était renseigné un peu, on avait vu que certains symptômes coïncidaient étrangement avec ce qu'on pouvait observer chez notre fille. Mais inconsciemment, on était dans le déni, on ne pouvait pas y croire. Donc, quand on l'a su, tout de suite, on a partagé le diagnostic avec nos parents. Je me souviens que ce moment entremêlait des émotions assez paradoxales et contradictoires, en fait, de la tristesse et en même temps du soulagement. C'était un ascenseur émotionnel et que je pense qu'il est difficile de traverser seul. Mes parents nous ont servi d'accélérateur dans la prise en charge de notre fille et nous sommes passés de petits chemins de campagne avec des voies sans issue, seuls face à nous-mêmes, à une autoroute bien balisée avec un routage vers un service de génétique, un protocole, des examens, des spécialistes. Et je me souviens qu'à l'époque, le fait d'avoir eu une explication, en fait, ça a été le moyen de diriger cette énergie vers quelque chose de plus productif. On a rapidement pris contact avec l'association des porteurs de cette délétion, donc Génération 22, qui nous a apporté un grand nombre d'informations, mais qui nous a aussi aidé à nous sentir moins seuls. On a même rencontré une famille qui avait une fille du même âge que la nôtre. Donc, je pense que ce qui préserve les parents, c'est le soutien affectif des proches, mais aussi oser prendre contact avec l'extérieur, avec les professionnels de santé et avec les associations et les communautés. Décrit Maud avec le savoir expérientiel qu'est le sien, c'est des choses qu'on retrouve dans la littérature. Ce que les parents rapportent, c'est vraiment un besoin de soutien émotionnel très important au moment du diagnostic. Les émotions qui sont ressenties, je vous les cite parce que c'est important de les connaître pour pouvoir y répondre et être bien ajusté. C'est le choc, effectivement, le stress, la colère, la peur, l'incrédulité, le déni et la culpabilité. Il faut quand même garder aussi en tête que le besoin de soutien émotionnel au moment du diagnostic est important, mais d'autant plus important que les besoins de santé de l'enfant et la sévérité de la maladie sont importants. C'est-à-dire que plus le diagnostic va laisser sous-entendre quelque chose avec des difficultés très importantes dans l'avenir, plus le besoin de soutien émotionnel est important. Donc, dans ce qu'on annonce, il faut aussi avoir en tête ce que les parents ont lu sur l'annonce qu'on fait de la maladie rare.
Sur le site Andirar, il y a un protocole d'annonce diagnostic avec des choses très simples sur comment est-ce qu'on annonce un diagnostic, dans quel lieu, un bureau dans lequel on a l'habitude, dans lequel on est à l'aise, dans lequel on ne sera pas dérangé, une durée de consultation suffisante, 30, 45 minutes, 1 heure, une équipe, réfléchir, être avec plusieurs personnes qui peuvent répondre, mais pas un nombre trop important pour pas être tout un panel médical face à une famille qui se sentira seule. À qui est-ce qu'on l'annonce? Est-ce qu'on prévient les parents qu'il faut qu'ils viennent à deux, évidemment? Est-ce qu'ils s'entourent d'autres gens très importants de la famille pour être présents avec eux et soutenants? À quel moment on le fait? Est-ce que c'est au moment des premières inquiétudes? Est-ce qu'on attend un petit peu? Quel est le contenu du diagnostic? C'est important de dire qu'un diagnostic, c'est pas un pronostic. Et dans le contenu, c'est important de rester sur un diagnostic. Ça, c'est la partie annonce diagnostique pour les parents. Pour la fratrie, les choses sont très différentes. La fratrie, déjà, est rarement présente au moment du diagnostic. Ce qu'ils savent, ce qu'ils comprennent, c'est ce qu'ils ont compris des parents. Et la première chose que les enfants comprennent, c'est les émotions. C'est donc important pour eux, mais comme pour l'enfant concerné, que les émotions soient mises en mots et qu'on puisse leur dire des choses qui ne sont pas médicalisées. Les enfants, ils ont besoin d'un dialogue. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Pourquoi est-ce qu'il se passe telle émotion, tel changement de rythme? Et que eux-mêmes puissent dire qu'est-ce qui les affecte dans ce changement plutôt que quelque chose de très médicalisé qu'ils n'observent pas du tout chez leurs frères ou leurs sœurs qui connaissent comme ça. Le fait de pouvoir dire les choses, de parler, d'être écouté, ça permet d'alléger leur culpabilité et de réduire le sentiment d'étrangeté de la situation. Ils se sentent moins impuissants ainsi. Ouais, en ce qui nous concerne, donc nos deux autres enfants avaient 8 et 2 ans lors de l'annonce diagnostique de notre fille. Et je ne me souviens pas qu'ils aient réagi sur le moment, même si on leur avait dit avec des mots choisis. À l'époque, le sujet principal, en fait, c'était notre fille qui parlait du nez et elle allait avoir une opération pour y remédier. Donc, les enfants, en dehors de la différence de la parole de leur sœur, qui allait être réglée, il n'y avait pas vraiment de sujet. Et finalement, l'annonce, elle a été assimilée par ses frères et sœurs avec un calendrier différent d'une autre. Et ce qui nous a nécessité, nous, en tant que parents, à être prêts à accueillir les paroles au moment où elles sont arrivées. Je me souviens que mon fils aîné a choisi un moment auquel, évidemment, je ne m'y attendais absolument pas. Et voilà. Et en plus, j'étais seule, sans mon mari. J'étais en train de préparer le dîner à nos 3 enfants dans la cuisine et j'entends la voix de mon fils aîné, donc environ 9 ans, me demander de but en blanc: Maman, pourquoi on n'a pas tué Servan à la naissance? Autant dire que mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai entendu ces paroles arriver à mes oreilles. Et il m'a fallu un petit moment pour reprendre mes esprits. Et passer la violence de ces mots et le choc de leur portée, j'ai décidé de les accueillir comme un cadeau. Et j'ai rebondi en mettant en avant l'amour des parents pour son enfant, quel qu'il soit, l'invitation à une vie un peu différente et plus riche. Bref, j'ai ramé pour répondre et le contenu de la réponse, finalement, n'avait pas tant d'importance, mais considérer la question avec bienveillance et empathie, je pense que ça en a. Il faut croire qu'en tout cas, ça devait sortir et notre fils a choisi de mettre en avant une question d'éthique pour justifier la vie injuste de sa sœur du haut de ses 8 ans. En ce qui concerne mon autre fille, qui était petite au moment du diagnostic et qui a joué, sans qu'elle s'en rende compte, un rôle de booster pour tirer sa sœur vers le haut, j'ai découvert en fait récemment que pour elle, sa sœur n'avait jamais été différente des autres jusqu'en 2023, au moment où notre autre fille a eu des symptômes d'ordre psychiatrique et qui ont mis en évidence des difficultés, on va dire, plus au niveau social, au niveau intellectuel, etc. Et donc, il est intéressant de noter que sa perception à elle est complètement différente de son frère. Donc, en dehors de ces sorties verbales un peu sporadiques, ce qui a permis à nos enfants de mettre des mots sur le handicap et la différence de leur sœur, c'est le fait d'être entré dans une cohorte d'études longitudinales de recherche scientifique sur ce syndrome en 2016. En fait, depuis lors, on va tous les 3 ans religieusement en famille à ce rendez-vous pour se souder autour de l'anomalie génétique. Chacun verbalise avec les chercheurs et les professionnels de santé, matérialise la différence et se l'approprie à son niveau. On apprend beaucoup à chaque fois.
Et les frères et sœurs ont des moments de parole avec les spécialistes qui contribuent en fait à leur comment dire, appropriation de la différence et de cette situation. Donc, ce qui est à retenir, c'est que finalement, la perception des uns et des autres est différente. La sensibilité et le rythme de chacun est également différent. Donc, c'est important en tant que parent d'être à l'écoute de ses enfants, mais aussi de déléguer parfois aussi cette écoute avec d'autres adultes référents, que ce soit des amis, des professionnels de santé, des éducateurs ou des professeurs. Pour la deuxième partie, on va plutôt s'intéresser à ce qu'on a appelé le marathon. Alors, on dit marathon au sens où dans les maladies rares, il y a rarement de pronostic vital. Par contre, le rythme est différent évidemment d'une maladie rare à l'autre, mais c'est quelque chose pour lequel c'est assez chronique dans l'accompagnement. Je vous mettais juste cette petite slide avec la slide d'Andy Rare, parce que en fait c'est un marathon au sens où comment est-ce qu'on est soigné en ville, comment est-ce qu'on est accompagné dans les soins en libéral, comment est-ce qu'on a accès à une vie professionnelle, une vie scolaire, aux loisirs. C'est tous ces défis-là du coup qui font le quotidien. Mélanie Maud, encore 4-5 minutes. D'accord. Donc, comme Mélanie l'a souligné, le parcours de santé dans les maladies rares est donc un marathon. Et on repousse en fait sans cesse nos limites. C'est pour ça que ce terme-là, il convient bien. Je pense à une famille dont je vais vous parler et que je remercie d'avoir accepté de partager son vécu avec vous aujourd'hui au travers de mon intervention. Cette famille, dont l'aînée 18 ans aujourd'hui est porteuse de la même délétion que notre fille, était en situation d'asphyxie familiale. Les parents étaient hyper investis dans son suivi et ils n'en pouvaient plus il y a 2 ans. Il y avait une tension constante à la maison, à la période de l'adolescence, mais aussi avec des idées fixes et qui sont assez caractéristiques dans cette délétion. Pardon. Voilà, donc la jeune fille s'est orientée vers une formation professionnelle agricole et du coup, cette formation avait lieu à une quinzaine de kilomètres de chez eux. Et c'était suffisamment loin pour lui éviter d'avoir à faire les retours chaque jour. Et la décision a été prise par la famille que la jeune fille irait à l'internat quelques jours par semaine. Ça a été la révolution et beaucoup d'angoisse pour les parents, surtout pour la maman. La maman rapportait finalement que la première année, ça s'est plutôt bien passé. Et ça a été un répit pour toute la famille, autant que pour la jeune fille, à tel point que l'année suivante, elle est restée toute la semaine à l'internat. Et la famille a pu respirer autant qu'elle. D'ailleurs, la maman m'a écrit avant-hier pour me souligner combien il avait été important pour la petite sœur de retrouver ses parents, les sentir disponibles pour elle, hein, parce qu'elle s'était sentie oubliée et moins importante. Donc, ce rééquilibrage de l'attention parentale a fait l'effet d'une bouffée d'oxygène pour toute la famille. Il leur a fallu beaucoup de courage pour prendre cette décision, mais le ratio entre bénéfices et risques a fait pencher la balance et au final, ça a permis à tous de franchir une étape supplémentaire vers l'autonomie. Les besoins que les parents peuvent rapporter, on a quand même de nombreuses études sur ça. 72% des études rapportent que les parents ont un besoin social d'un groupe de pères, de familles, d'amis. Ils rapportent un sentiment de solitude, un sentiment d'exclusion ou de manque de liberté au quotidien. Dans 65% des études, c'est un besoin d'information qu'ils auraient et de support psychosocial, c'est-à-dire connaître dans quelles unités leurs proches peuvent être pris en charge, comment y avoir accès, quelle orientation ils peuvent avoir. Pour 62% des études, c'est plutôt un besoin émotionnel. Donc, après le besoin émotionnel du moment du diagnostic, il y a la partie marathon avec la lourdeur des responsabilités au quotidien. Et puis, dans d'autres articles, on retrouve ces 3 premiers besoins, mais en plus, il y a le fait de travailler avec des professionnels de santé, d'être en confiance avec eux et d'avoir les besoins financiers du quotidien avec une personne porteuse de maladies rares qui soient compensés d'une manière ou d'une autre. De manière très pratico-pratique, ces besoins sont tellement fréquemment cités qu'en tant que professionnel de santé, c'est des choses qu'on peut questionner assez facilement. Est-ce que vous avez suivi ou est-ce que vous connaissez un programme de psychoéducation? Est-ce que vous êtes en lien avec une association de famille? Est-ce que vous connaissez les sites références qu'on vous a mis sur la slide précédente? Est-ce que vous avez un entourage familial ou amical qui peut être soutenant? Est-ce que vous avez fait face à des dépenses supplémentaires? Comment est-ce que vous les budgétez? Comment est-ce que vous réussissez à avoir du temps pour vos loisirs ou pour le travail? Est-ce que vous avez une bonne alliance avec les professionnels de santé? Peut-être on n'aura pas le temps d'aller plus loin, Pauline?
On s'approche de la fin. Donc, Alors peut-être juste oui. citer pour les fratries, ce qui permet de préserver la fratrie au quotidien, c'est à la fois le soutien émotionnel et à la fois l'information. Les groupes d'information, ce sont des choses qui permettent, avec des pairs du même âge qu'eux, d'avoir des stratégies de compensation, d'acquérir quand même des connaissances qui ne soient pas des connaissances médicales pointues, puisque de ça, on n'a pas besoin. On a vu dans des études que ça diminuait l'anxiété et que ça augmentait l'estime de soi. Ça diminuait aussi le sentiment de solitude et le soutien émotionnel. En tant que professionnel ou ami, ça peut nécessiter quelques questions simples. Comment est-ce que ça se passe à la maison? Est-ce que tu peux inviter des amis sans honte? Est-ce que tu as accès à un planning qui te convient? Est-ce que les choses peuvent être variables en famille et s'ajuster autour de toi? Et qu'est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est important de repérer aussi la famille idéalisée, c'est-à-dire que tous les enfants, même hors maladie rare, à qui on pose cette question, vont peut-être trouver que ça convient pas tout à fait. Et c'est important de pouvoir remettre l'église au centre du village avec ce qui est possible et puis ce qui ne l'est pas, dans une situation de famille normale, avec ou sans maladie rare aussi. Et c'est donc des choses qu'il faut questionner. Peut-être un dernier exemple, Maude? Oui, en fait, moi, j'ai pas l'expérience de groupe fratrie, mais qui sait, ça viendra peut-être. Mais je pense que le seul fait de rencontrer des familles qui partagent les mêmes difficultés aide aussi la fratrie à se construire. Car si les familles ne sont pas comme les autres, enfin, normales, entre guillemets, elles sont au moins comme d'autres familles. Et le fait ouais, de se retrouver dédramatise un peu aussi, aussi ça. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait pour des jeunes ados de les amener à aller vers le groupe fratrie. Mais pour autant, rencontrer d'autres jeunes de leur âge, c'est et qui parlent pas forcément de la maladie, c'est un plus hein, dans le fait de, encore une fois, dédramatiser, apprendre ou en tout cas apprendre que d'autres vivent avec et vivent bien avec. Donc, pour conclure avec le savoir expérientiel de Maud et les quelques études que je vous ai présentées, ce qu'on voulait que vous reteniez de la présentation, c'est que pour préserver la fratrie et la cellule familiale, c'est important que tout le monde fasse sa part, tout le monde a un levier à actionner, de pouvoir être dans la déstigmatisation de la maladie rare, dans l'intérêt des émotions et puis des choses que les gens vivent au quotidien pour pouvoir diminuer le sentiment d'isolement, apporter aussi du soutien émotionnel, tout ce qui sont les besoins des familles. Merci beaucoup, Maud et Mélanie, pour votre présentation qui a remporté beaucoup de succès. Pour l'instant, personne n'a posé de questions dans le chat, mais surtout n'hésitez pas. S'il y a la moindre question, également, vous pouvez lever la main. Les micros sont autorisés, donc aucun problème. Alors, moi, j'avais une question. Euh, je trouve que c'est vraiment très compliqué dans les annonces d'aborder la question de la culpabilité. Alors, Sonia, Madame Talbin, si vous voulez bien, soit poser la question. Je ne sais pas si vous avez une question ou couper votre micro, comme vous le souhaitez. Alors, je ne sais pas si je peux poser une question pour Allez-y, allez-y, pardon, allez-y. adresser à tout le monde. Allez-y. S'il y en a parmi vous qui ont des enfants à l'âge adulte, pas pas l'enfant malade, je parle de la fratrie qui sont en âge adulte, quels sont leurs ressentis par rapport à leurs frères ou sœurs à l'âge adulte? Merci. Maud, Voilà, Mélanie, merci est-ce à que vous. vous avez des éléments de réponse par rapport au ressenti de la fratrie à l'âge adulte? Ah, j'ai peur qu'on n'ait pas une réponse univoque à cette question. En fait, c'est tout un parcours, hein, donc c'est vrai qu'on peut pas. Il y a ce que je vous présentais sur la question de la culpabilité et puis d'autres émotions, mais ça dépend tellement du parcours de vie familial que je saurais pas vous répondre comme ça. Et ça dépend aussi de la position de l'enfant dans la fratrie, hein. En fait, s'il est aîné de celui qui a une maladie rare, euh, il jouera pas forcément le même rôle que celui qui est en dessous aussi. Mais je crois qu'il y a l'enjeu derrière quand on est adulte, c'est potentiellement un transfert de responsabilité des parents, parce que les parents vieillissant, et ils pensent à la suite. Voilà, donc il y a des familles où
comme dit Mélanie, c'est très variable. Certains qui l'ont préparé, qui l'assument, et d'autres pour qui c'est plus compliqué. Merci beaucoup. Euh, alors du coup, j'enchaîne avec ma question par rapport à la complexité voilà, d'aborder ce sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il y aurait voilà, est-ce que vous avez des conseils sur cette émotion-là? Merci. Alors, c'est vrai que la culpabilité, alors, dans notre cas, en fait, c'est une maladie génétique de novo, donc ça veut dire que c'est la faute à pas de chance. Donc du coup, là déjà, ça aide à passer le cap de la culpabilité, mais pour autant, on se sent toujours coupable de transmettre son ADN. Et on pense à plein de choses qu'on a fait pendant la grossesse, etc. Et on se dit, waouh, peut-être que j'aurais pas dû. Mais en fait, finalement, ça sert à rien de regarder derrière, si j'ose dire. Ce qui est important, c'est aujourd'hui ce qui se passe et le futur et comment on avance et finalement dire les choses et être transparent quelque part, que ce soit vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de sa famille. Je pense qu'à partir du moment où on prend ce temps de réflexion, euh, on gère déjà un peu mieux la culpabilité. Et comme on disait, en échangeant aussi avec d'autres qui sont dans la même situation, ça aide à se sentir aussi moins coupable, parce qu'on n'est pas les seuls. Je pense que le pair à pair est très utile pour diminuer les sentiments douloureux, que ce soit la culpabilité ou n'importe quels autres. Et puis côté professionnel, on peut questionner sur ces émotions parce que c'est des choses qui traversent beaucoup de familles, aussi bien que la colère ou la peur. Donc on questionne. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui génère cette culpabilité, avec parfois effectivement des fausses croyances de j'ai bu de l'alcool une fois pendant ma grossesse, j'ai eu un accident à tel moment. Est-ce que c'est ça qui donc on essaye de discuter des fausses croyances en lien avec la culpabilité, ou parfois il y a de la culpabilité pour d'autres raisons. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer d'apaiser les émotions parce qu'elles traversent tout le monde, de normaliser ça. D'avoir un espace qui permet d'aborder les choses, de les valider et puis reprendre avec du rationnel médical éventuellement s'il y a eu effectivement des fausses croyances. C'est Merci ça, beaucoup. pour la partie médicale. Et puis pour la partie pair à pair, les associations de famille permettent parfois de dire des choses pour lesquelles on n'ose pas forcément le confier à un professionnel de santé. En fait, c'est un peu l'objet de notre message. Pour préserver la famille, il faut beaucoup de personnes, en fait, et chacun a sa part du travail à faire. Orienté vers les associations aussi. Super, merci beaucoup. Alors dans le chat, on a eu des échanges qui faisaient résonance avec la question de Sonia. Donc, nous avons Stéphanie qui a pu partager aussi que l'annonce du diagnostic avait complètement changé l'attitude de son fils qui a 26 ans, alors que ça n'avait pas forcément changé l'attitude de sa fille de 18 ans. Donc, peut-être quelque chose un peu différent en fonction de l'âge, voilà, de l'entrée dans l'âge adulte. Et aussi Laurence qui a pu partager qu'elle avait pu aborder le sujet avec son fils aîné de 27 ans et qui a pu alors à ce moment-là verbaliser qu'il culpabilisait d'être loin de ne pas pouvoir aider directement au quotidien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, Maud et Mélanie, mais j'ai l'impression que ça résonne aussi avec le fait d'offrir un espace d'échange pour aborder ces questions finalement clairement émotionnellement dans la famille en fait. Tout à fait. Et c'est pas le fait d'être, enfin, je comprends on culpabilise d'être loin géographiquement, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est euh, la seule présence, même si elle n'est pas physique à côté, elle est extrêmement vertueuse. Parce que ce fils, en fait, il est présent pour ses parents, il est présent pour son frère ou sa sœur qui est atteint. Et ça, voilà, c'est quelque chose de très important en termes de confiance dans la relation, dans la famille, et qui, euh, même si elle n'est pas physique et logistique, hein, j'entends aussi, elle a son intérêt et elle a tout son soutien.
Et puis, ça reste un aidant, hein, même si géographiquement, il n'est pas juste à côté, c'est-à-dire cette préoccupation pour son frère, sa sœur, et puis pour ses parents, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse questionner aussi. Est-ce que les gens qui habitent à 200 kilomètres de leur famille, est-ce qu'ils sont quand même aidants de quelqu'un pour pouvoir justement leur permettre de verbaliser ça dans un lieu peut-être plus neutre, hors famille? Il nous reste une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou à ouvrir le micro. Je, je me suis posé la question de est-ce qu'il y aurait des choses, Maud Mélanie, qu'il faudrait ne pas faire justement, qui sont déconseillées euh, pour, voilà, pour la préservation de la cellule familiale, de la fratrie. Je dirais bien de donner des conseils, moi. Oui, ou de pas en parler, enfin, ou de, comment dire, de faire l'autruche, hein, c'est-à-dire de faire comme si de rien n'était. C'est pas, on peut pas. Il faut que ce soit dit avec des mots, je pense, choisis. Mais ouais, il faut éviter de dire c'est pas important, on n'en parle pas. Les besoins qui sont retrouvés dans les études, hein, pour la fratrie, la famille, c'est le besoin émotionnel, même si la famille a aussi besoin effectivement de soutien financier, d'information. L'information, c'est partagé aussi, donc c'est les deux choses très importantes. Et donc enlever ça ou empêcher d'avoir accès à l'information, ça serait vraiment contre-productif. Et ce qu'il faut ne pas faire, je dirais, c'est euh, rester dans son coin et ne pas oser. Hein, parce que bien souvent, on n'ose pas. Et c'est vrai que ça coûte. Hein. Ça coûte de prendre son téléphone ou d'aller à un colloque avec une association parce que bon, on n'a pas tellement envie d'y aller. On ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est sûr que ça ne donne pas envie. On est sur des maladies génétiques qui peuvent avoir des formes très, très variées. Voilà, c'est pas très sexy hein, comme thème. Donc forcément, voilà, je pense il faut passer outre cette première impression ou perception et justement se lancer. Ça résonne aussi avec ce que dit Sandrine dans le chat, que certaines familles restent dans le secret, ne disent pas à la fratrie et à l'entourage. Il y a aussi, donc plutôt briser les tabous à conseiller. Élodie, vous aviez une question? Oui, bonjour, j'ai une question. J'ai trois enfants, un garçon, une fille, des jumeaux qui ont 9 ans et leur petit frère 5 ans qui est en situation de handicap avec une maladie génétique rare. Je suis ravie de te retrouver, Maud. On a fait la Bonjour, Elodie. avant partenaire ensemble. Moi, j'étais en demande de conseils par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que mes deux grands sont très à l'aise avec leur petit frère, avec ses symptômes. Mais par contre, ce sont les remarques qu'ils peuvent entendre de la part de copains ou de pas copains d'ailleurs de l'école, qui peuvent avoir un impact très fort. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu la tête dans le guidon à vraiment parler de la dynamique dans la famille. Et c'est en allant justement faire un séjour famille grâce à Valentin à Pâques. Dans la voiture, c'était l'occasion de parler, de communiquer. Et du coup, j'ai dit, bah alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va par rapport à Théo, etc. Et les deux ont dit, oh, maman, voilà, nous, à la maison, ça va très bien. J'ai dit, comment ça à la maison? Il dit, ah, parce que par contre, à l'école, on entend beaucoup de remarques méchantes. Et là, besoin de beaucoup dire, tous les jugements, les moqueries, etc. Mon fils disant, moi je m'en fous, je sais que c'est pas vrai, c'est juste des idiots qui connaissent pas. Mais ma fille était plus affectée et avait jamais osé m'en parler. Et elle m'a dit ça, elle avait 8 ans. Alors que les symptômes de son petit frère, elle les côtoie depuis l'âge de 3 ans. Je voulais savoir si vous aviez des conseils ou un retour d'expérience par rapport à ça. Ben, justement, ouais, c'est un des exemples que j'ai pas évoqué, mais ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Mon fils et ma fille étaient en maternelle et en primaire et ils prenaient la navette pour aller à l'école. Et il y a un petit garçon qui a dit oui, mais toi, t'es con. Voilà. Donc, elle s'est pris comme ça verbalement une remarque. Et en fait, c'est pas ma fille qui a été la plus chamboulée. En fait, c'était mon fils aîné qui était en fait qui savait pas quoi répondre et qui s'est pris ça en pleine figure et il se sentait impuissant face aux mots quoi. Donc on en a discuté. Je pense que ce qui est important, c'est de parler de ces sujets-là, d'écouter, de leur offrir
la possibilité d'échanger là-dessus, de réfléchir à ça, parce que nos enfants, malheureusement, ils risquent d'avoir ces remarques-là. Euh, mais voilà, finalement, les frères et sœurs, ils sont d'autant plus touchés par cette injustice. Et c'est vers eux qu'il faut qu'on travaille avec le dialogue. Et puis, si ça va pas, évidemment, avec un soutien psychologique si nécessaire. Euh, mais voilà, je pense que c'est la communication. C'est aussi, moi, ce que j'entends, c'est que certains professionnels de santé nous ont dit, bah oui, c'est pas rigolo pour vos enfants, mais ils en seront d'autant plus riches plus tard. Alors, c'est vrai que c'est à moyen long terme, mais peut-être comme déjà ton fils réagit, Elodie, lui, pour lui, c'est un non-sujet en fait. Il sait la richesse que ça lui amène d'avoir cette relation avec son petit frère ou sa petite sœur. Il n'a pas besoin de. Enfin, il s'est armé contre ça. D'autres sont plus sensibles. Et pour cela, je pense que ouais, le dialogue et la communication, l'échange, et pas hésiter à essayer de faire parler son enfant avec quelqu'un d'autre encore. Parce que nous, on utilise nos termes à nous et on est partie prenante. Et parfois, c'est difficile euh, d'être assez objectif ou même un soutien réel pour nos enfants. Je vous ai mis sur la Mélanie, slide des ressources pour la fratrie aussi, là. Parce que du coup, c'est une question qui est assez fréquente, effectivement. Merci. Sonia nous demande dans le chat, en fait, elle nous explique que sa fille a 16 ans et c'est sa fille qui est porteuse d'une maladie rare. Et elle a des petits frères qui ont 13 ans et demi. Et on lui reproche de préférer euh, la grande sœur qui est porteuse d'une maladie rare. Est-ce que vous avez des conseils sur cette situation? je crois que c'est un peu l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, hein, de cette famille euh, où la fille atteinte, en fait, finalement, va faire ses études un peu plus loin et donc elle sort de la maison. Et ça redonne de l'espace à sa sœur qui se sentait dépossédée de ses parents. Et c'est vrai qu'en fait, les enfants atteints, ils prennent une place énorme. On et les frères et sœurs en pâtissent quelque part. Néanmoins, moi, je pense que en fait, toutes les occasions sont bonnes à prendre pour passer du temps avec ses autres enfants, y compris les conduites. Hein, c'est tout bête, mais avoir ces moments-là et ces moments privilégiés pour demander comment ça va et qu'est-ce que tu as envie de faire et voilà, leur signifier qu'ils sont aussi importants que les autres et le verbaliser aussi. Hein. Euh, je sais que j'essaye, hein, c'est toujours difficile, mais de dire oui, ta sœur, elle prend beaucoup de place, mais voilà, après, si toi, tu as besoin, il ne faut pas hésiter à dire ou redire ce dont tu as besoin et à forcer la main, entre guillemets. Effectivement, de pouvoir reconnaître que on n'a peut-être pas tout le temps qu'on souhaiterait. Parfois aussi, les enfants surfent sur le fait que les parents disent j'ai pas suffisamment de temps pour toi et du coup, 13 ans, c'est aussi l'âge où de toute façon les parents sont insatisfaisants. Hein, faut pas oublier ça. Bon, ça peut être une manière d'être en colère sur un sujet particulier, mais il y a peut-être d'autres sujets de colère pour lesquels le proche atteint de maladie rare n'a rien à voir et peut-être pas se tromper de problème. Peut-être redire, je fais au mieux. Si tu as quelque chose à demander, tu peux le faire et je prendrai le temps pour ça. Et peut-être vous être un peu entouré si c'est possible pour vous, pour pouvoir répondre un peu à tout le monde et voilà, vous faites au mieux. Peut-être de pas s'excuser tout le temps non plus parce que on priorise comme on peut et souvent on priorise bien. Et voilà, pouvoir leur dire qu'on tient la route, que quand il y a besoin, on est là. Mais voilà, c'est aussi l'adolescence. Merci Maude, merci Mélanie pour votre partage. Je vous invite à pouvoir retrouver l'enregistrement du webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux réseaux sociaux de Genopsy, LinkedIn, à notre newsletter pour être au courant de toute l'actualité. Et vous pourrez nous retrouver le 13 novembre prochain pour notre prochain webinaire où nous aborderons les troubles du sommeil dans la maladie rare et l'usage de la mélatonine.